Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on réfléchit sur des sujets d'actualité chauds qui nous intéressent et on espère qu'ils vous intéressent aussi. Et cette semaine, la sagesse incarnée même, M. Jules Simard est avec moi pour analyser l'actualité avec moi. Bonjour, M. Simard. Salut, il faut faire attention, là. Il faut faire attention. La sagesse, là, c'est énorme sur les épaules de quelqu'un. Oui, mais moi, on me disait quand j'étais jeune qu'en vieillissant, on devenait de plus en plus sage. De plus en plus sage. Puis moi, à 43 ans, je me trouve pas encore assez sage, fait que j'imagine Donc, que... un vieux doit l'être. Jules, es-tu un chasseur, toi? Non, du Non? tout. Parce que là, on est dans le temps de la chasse. Et c'est particulier cette année parce qu'on atteint des records de température. Entre autres, ça cause des problèmes au niveau de la conservation de la viande une fois qu'on a tué. Exact. Il faut que tu te dépêches, semble-t-il, à le ramasser, comme on dit, si tu ne veux pas perdre effectivement ta viande. Mais c'est vrai qu'on a terminé l'émission la semaine dernière en parlant de température et effectivement, cette semaine, là, on y a goûté aussi sur la chaleur. Et effectivement, tout le monde pensait aux chasseurs, aux heureux qui peuvent, semblerait-il, tuer et qui se doivent effectivement de ramasser ça assez rapidement s'ils ne veulent pas la perdre. D'ailleurs, si vous pensez perdre la viande, vous n'avez de trop, je suis preneur. Mais il faut qu'elle soit encore comestible. Oui, oui, c'est certain, c'est certain. Je ne commencerai pas à nourrir mes chats avec de la viande d'orignal avarié. Non, non. Donc, prêt à te lancer dans l'actualité, on a pas mal de sujets. Bien, on va en parler beaucoup, mais on va beaucoup parler d'élections cet automne parce qu'on a deux élections importantes qui s'en viennent. On va commencer par celle qui arrive le plus rapidement, donc les élections fédérales, la partielle dans Lac-Saint-Jean, qui mettra aux prises Richard Hébert pour le Parti libéral du Canada. On a M. Rémi Leclerc pour le Parti conservateur du Canada. Mme Gisèle Dallaire pour le NPD, qui a d'ailleurs lancé sa campagne lundi dernier à la microbrasserie du Lac-Saint-Jean à Saint-Gédéon. Et nouvellement, M. Marc Maltais qui va se présenter pour le Bloc québécois. Donc là, la campagne, on peut dire qu'elle est réellement lancée avec les 4 candidats des 4 principaux partis, si on veut. Quelle est ton analyse? L'arrivée de Marc Maltais peut changer des choses. Mme Dallaire, qui avait quand même fini deuxième, qui a un programme beaucoup axé sur l'humain, les femmes, les Autochtones, la défense des droits des gens de la région. Et naturellement, en fait, tout le monde s'entend. Ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que fort probablement qu'il y a 2 thèmes majeurs qui peuvent ressortir de la campagne, soit le bois d'œuvre et l'agriculture. Je pense que tout le monde a eu l'occasion, dès la première semaine, de se prononcer avec certaines variantes, mais dans l'ensemble, c'est ce qu'on avait dit, là. Je vois mal, à ce moment-ci, moi, des candidats se présenter à une élection, peu importe laquelle d'ailleurs, tant au niveau de la préfecture qu'au niveau de la mairie aussi, que sans mettre de l'avant ses idées en ce qui regarde ces 2 sujets-là qui sont fondamentaux pour l'avenir du secteur. Alors, tout le monde se sont donc prononcés là-dessus. Là, ce que nous allons voir, c'est peut-être plus particulièrement certaines variantes en ce qui regarde les programmes menés par les partis dans leur ensemble aussi. Bien, on a déjà vu, entre autres, M. Leclerc, du Parti conservateur, qui, en ce moment, s'attaque plus au bilan de Justin Trudeau, fait des attaques sur la légalisation de la marijuana, plus que nous parle, selon moi, des enjeux locaux. Là. Je trouve ça un peu étrange. Et d'un autre côté, on a aussi Richard Hébert qui doit défendre un bilan qui n'est pas le sien. Qui n'est pas le sien. Ouais. Qui n'est pas le sien. En fait, qui doit, oui, défendre des politiques et des prises de position qui ne sont pas nécessairement les siennes. Maintenant, je pense l'avoir entendu dire, ou enfin, dans les journaux, ce qui était rapporté, c'est que, bon, oui, il n'était pas là et il n'a peut-être pas nécessairement ou à défendre ou à surexposer le bilan des libéraux, mais je pense qu'il se doit, et de la façon dont il l'a amené, ça a été de dire, bon, bien, par rapport à des enjeux que nous avons dans le comté, eh bien, voilà, il m'apparaît que la position du Parti libéral est la meilleure. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'il va l'aborder.
Parce que je sais qu'on l'a interrogé un peu sur la question de, justement, de la légalisation de la marijuana. Il n'est pas allé fort, si ce n'était que pour dire, bon, c'est mené par le gouvernement. Ma position est de dire ce que le gouvernement va avoir à dire. Oui. De toute façon, on en a parlé la semaine passée. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, oui, globalement, ça démarre lentement. Oui, on a hâte d'avoir un débat, des Mais enjeux, pas, des je ne faits sais pas connexes. si... je ne pense pas qu'on va assister à des débats. Je ne sais pas, c'est vous autres qui êtes dans le milieu maintenant. Vous avez peut-être eu des échos quelque part sur qu'est-ce qui peut se préparer. Est-ce que les médias d'information ont décidé de mener un quelconque débat? Il va y avoir fort probablement des prises de position aussi qui vont se prendre lors des missions d'affaires publiques. Oui. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut peut-être voir un peu plus là, les disparités qu'il peut y avoir entre les candidats. Tu sais, ça se fait plus comme ça se faisait. Hein? T'en as beaucoup maintenant, Beaucoup de les campagne médias électorale, sociaux. exactement. La campagne électorale se mène de beaucoup par et les médias sociaux et par des présences hebdomadaires dans les médias et la participation des affaires publiques. Après ça, là, la campagne électorale, c'est vraiment le porte-à-porte qui peut sur le terrain, qui peut rencontrer les gens lors d'activités un peu plus sociales et de groupe, ou encore communautaires, et aussi de se présenter, puis comme on dit, serrer les mains, puis dire qu'on est le candidat ou la candidate. Ça va peut-être être aussi intéressant. Je maintiens que Alma, la ville d'Alma, va être, ce secteur-là de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, va aussi être déterminant dans oui, parce le qu'on cadre sait qu'il y a de deux cette pôles. campagne Robert électorale. Val et Dolbeau-Mistassini ont de l'air assez acquis aux candidats conservateurs et libéral. Alma risque de jouer. On sait que Mme Dallaire est de ce point-là. Oui, et à ce qu'on me dit, c'est qu'elle a une bonne audience aussi Elle a fini dans le deuxième aux secteur. dernières élections. Exact. Et comme je disais la semaine dernière, semblerait-il qu'elle bénéficie aussi d'un appui de plusieurs organisations féminines et féministes, ce qui peut aussi être bon partout dans l'ensemble du comté. Alors, c'est Richard Hébert qui disait que oui, bon, Alma est peut-être mon inconnu à moi, donc il se devra de travailler davantage à ce niveau-là. Et c'est à voir qu'est-ce qui va en être. Et l'arrivée de Marc Maltais pour le Bloc québécois, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que lui, c'est une grosse prise de décision qu'il a faite là, dans le sens qu'il va se pointer pour un parti qui semble, je ne veux pas être méchant, mais en arraché là, depuis quelques années déjà. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui peut changer? Est-ce qu'il peut aller chercher une partie de l'électorat assez importante pour faire vraiment changer le vote ou peut-il même gagner? La question, c'est est-ce qu'il va bénéficier de l'appui des syndicats? Ah oui, parce qu'il est clairement OK. bien du milieu syndical. C'est ça. Alors, s'il a un appui au niveau des syndicats et que les mots d'ordre au niveau des officiers syndicaux dans le secteur étaient à l'effet de dire, bon, ben écoute, on vote pour Marc, on vote pour Marc. Donc, ça ne devient pas nécessairement un vote qui va être pour un parti, mais peut-être plus pour l'homme. Alors, c'est fort probablement cela, lui, qui s'accarte, qui va peut-être jouer davantage. Et naturellement, j'ai-tu besoin de dire que ça va être qu'est-ce que les travailleurs ont à gagner, les travailleurs dans le secteur du monde forestier et agricole, qu'est-ce qu'ils ont à gagner en votant pour lui et qu'est-ce qu'il va aller défendre à Ottawa. Mais c'est pas un peu antidémocratique de dire, bon, les travailleurs, on va voter pour Marc. Tu sais, je veux dire, c'est un vote libre, on est en démocratie. Oui. On ne peut pas imposer aux gens de voter pour Non, l'un ou mais tu l'autre peux parti. donner des mots d'ordre. Ça, là-dessus, sur la question des mots d'ordre, ça m'apparaît... C'est un jeu d'influence normal qu'il y a en campagne électorale. Habituellement, tu sais, c'est pas parce que tu es membre de la FTQ dans ton entreprise, dans ton syndicat, et que la FTQ te dit, bon, bien, ce serait peut-être bon que vous votiez pour un candidat qui est peut-être plus pour nous, que les gens vont aller voter pour lui. Ça représente un jeu d'influence qu'il y a dans la campagne électorale, un groupe qui peut s'amener
Et bon, je pense que c'est de bonne guerre. Je ne vois pas ça comme étant antidémocratique parce que tu n'imposes pas à ton membre de voter pour. Ce que tu suggères, c'est que compte tenu du fait des affinités de tel et tel candidat ou candidate par rapport à tes préoccupations, ben voilà, on aimerait bien que Parce que donner son appui à un candidat, je suis d'accord, mais d'inciter les gens à voter pour la même opinion que toi, là, j'ai peut-être plus de difficultés. Ah, peut-être, oui, mais à ce rythme-là, le candidat libéral, quand il vient voir quelqu'un et il dit vote pour moi, là, c'est quoi? C'est Oui, pas de mais l'antidémocratique? lui est candidat, là, je veux dire. Oui. Mais quand c'est les chefs syndicaux qui vont dire. Ou encore vote des pour groupes telle ou personne, des groupes de pression. Ouais, mais si, c'est comme si tu dis, je sais pas, moi, je vais donner un exemple qui, t'es membre de la FEAS et on te dit, bon, ce serait peut-être bon que tu votes pour madame la candidate du... tu sais, veut dire, c'est un peu la même mais affaire. je trouverais ça aussi déplacé. Moi, je suis pas contre qu'on prenne une position, par exemple, que le leader syndical donne son appui à, mais de là inciter les gens, je me garderais une petite gêne. Moi. Ah, c'est possible. Mais moi, je pense que ça fait le jeu de la... Ça fait partie du jeu d'influence qui est sur la démocratie en période électorale. Ça serait peut-être plus grave, et c'est là que ça peut devenir au niveau de la désobéissance civile à un moment donné. Je veux dire, ton candidat, Marc Maltais, est élu, et bon, il essaye de le défendre, puis ça ne marche pas, puis la FTQ organise avec tous ses syndicats une manifestation contre la personne qui a été élue démocratiquement parce qu'il ne respecte pas nécessairement. Ça peut devenir des gestes qui sont vraiment un geste politique engagé dans lequel tu demandes à tes militants de t'engager à le faire et qui peut aller, dans un certain sens, à ce qu'on appelle la désobéissance civile. Alors ça, c'est pas la même affaire dans mon esprit que d'inciter des membres à porter une candidature sur... Et c'est parce que ça veut dire quoi aussi? Ça peut être interprété de deux façons. Et d'ailleurs, c'est fort probablement ce que les adversaires amèneraient si jamais la FTQ ou un autre syndicat décidait de dire on appuierait et on demande à nos membres d'appuyer et sont incités à appuyer. Ça serait beaucoup plus pour les opposants. Ça peut devenir... Ben ouais, regarde, c'est le candidat du syndicat, c'est pas le candidat du Bloc québécois. C'est l'autre jeu qu'il peut y avoir. C'est vrai. Mais moi, je vous incite à prendre conscience des enjeux et à aller voter en votre humble conscience et de décider par vous-même pour qui vous avez le goût d'avoir comme député dans ces élections. Ramenons-nous maintenant au monde municipal, parce que ça aussi, c'est un gros enjeu. Là, il y avait des rumeurs de coulisses un peu partout. La semaine dernière, là, on a maintenant des gens qui sortent de l'ombre. Commençons par Dolbeau-Mistassini, on a M. Pascal Cloutier, qui clairement a indiqué son intention. Oui, son intention d'aller à la mairie. Est-ce mairie. qu'il ait déposé... en date d'hier sur le site d'Élections Québec, il n'était pas encore enregistré sur le site Internet, mais je sais que des candidats ont déposé et qui ne sont pas là non plus. Là. En date d'hier, il n'y avait personne. OK, sur le site. Sur le site. En fait, il faudrait appeler ici au niveau de la municipalité avec le président d'élection qui, lui, est en mesure de nous dire que oui. Probablement que ce n'est pas encore rendu sur le site. Là. Non, mais d'ailleurs, officiellement, c'est vendredi prochain. Oui, c'est ça. Vendredi, là, tout le monde va le savoir. Ouais. Mais... ça va vite parce qu'il y a encore beaucoup de sièges qui sont laissés vacants, en fait, dans le sens que les gens n'ont pas dit qu'ils allaient se présenter ou pas. Là, on a un premier candidat à la mairie à Dolbeau, Pascal Cloutier. Comment tu pourrais analyser cette candidature? Bien, je pense que ça fait partie du suivi un peu de sa progression de campagne. Je pense que si Richard Hébert s'était représenté, il se serait représenté, mais non pas à la mairie. Comme conseiller. Il ne faut pas oublier son rôle aussi, le président du syndicat local, l'amène à se dire, bon, est-ce qu'en me présentant, je peux au moins bénéficier de l'appui de mon monde et de mes membres et de leur famille. Et de leur famille. Alors, tu comprends, ça devient pour lui fort probable. Je ne sais pas s'il bénéficie d'un appui aussi exhaustif. Maintenant, il est quand même le président d'un syndicat. Il a quand même été dans les 4 dernières années, il a quand même été, et souvent de fois, un des porte-paroles en ce qui regarde
la question justement des travailleurs forestiers, des travailleurs IS à ce niveau-là. Alors, tu comprends, ça peut, c'est fort probablement sur cette aura-là qu'il va tenter de prendre le siège à la mairie et de faire son élection. Je le vois de cette façon-là pour l'instant. Est-ce que le jeu étant un des travailleurs qui travaille dans le domaine de la foresterie, est-ce que ça peut aider et lui donner une autre possibilité de défendre les travailleurs forestiers en étant aussi maire? Alors, c'est fort probablement les cartes. C'est ça, c'est fort probablement les cartes qu'il va. Et va-t-il y avoir une opposition? As-tu entendu des choses entre les branches? Toi qui, Oui, qu'il y a des contacts en haut lieu? On va voir. Là, ils sont moins hauts lieu qu'ils étaient, là, mais je pense que oui, il faut s'attendre à avoir à la mairie. On va fort probablement avoir élection. Là. Tu sais, il va y avoir une autre ou un autre candidat qui va se présenter. Je ne pense pas que M. Pascal soit élu par acclamation. Là. Il va y avoir effectivement élection. On m'a indiqué que fort probablement que Mme Bergeron pourrait être sur les rangs. Donc, ça voudrait donc dire que ça laisserait un siège, le siège numéro 6, là, qui pourrait être intéressant, parce que là, s'il y a une lutte à plusieurs, il y a des sièges qui vont se libérer, mais là, on n'a pas tant de candidats là, au siège de conseiller non plus qui sont présentés. On en a 3 à date. Cette semaine, c'est la semaine de la réflexion, cher ami, et nous allons voir vendredi que fort probablement qu'on en a peut-être plus là, que l'on pense et qui songe à payer les suffrages. Je m'attends. Je ne sais pas si on va avoir des élections à tous les postes par ailleurs, OK, mais je m'attends qu'effectivement, à tout le moins au niveau de la mairie, je pense qu'on va avoir une élection, on va avoir un choix. Donc, on devrait avoir plus de précisions là-dessus la semaine prochaine. Oui. Au niveau des autres grandes villes, il n'y a pas de changement. En fait, Saint-Félicien, on a Robertval, Alma, donc ça reste pareil. À Normandin aussi, je pense qu'on n'a pas eu de pas pour le personne. moment, on a M. Mario Fortin qui se représente, ça c'est sûr. Bon, d'ailleurs, je pense que ça se peut-tu maires, qu'au niveau de la MRC, oui, hein? Tous les maires à part d'Olboum-Stessini, tous les maires reviennent. OK. Alors, donc... on n'a pas de candidats avoués là, qui veulent se présenter pour qu'il y ait vraiment une élection dans les autres. Et ça peut avoir une grande influence sur l'élection à la préfecture. Ben, moi, c'est sûr. Je le maintiens. Hein? Moi, je le maintiens. Que si dans les municipalités rurales, on a moins d'incitation à aller voter parce qu'il n'y a pas d'élection nécessairement, il peut en avoir certains sièges, mais où on a moins d'élections, bien là, je pense que ça va être peut-être plus difficile pour les candidats à la préfecture. Il va falloir qu'on travaille d'arrache-pied pour faire sortir le vote. Ça m'apparaît fondamental. Ça m'apparaît fondamental là-dessus. Pour ça, je te dis, depuis qu'on a mis de l'avant dans la loi électorale au niveau municipal, se donner des semaines pour se présenter. Après ça, les élections, si moi, mes fidèles, c'est 3 semaines. 3 semaines après la mise en candidature. Depuis qu'on a mis ces délais-là, il y en a beaucoup qui vont attendre la dernière minute. Et ça, c'est de bonne guerre, là, d'attendre la dernière minute pour faire connaître sa candidature. Je sais qu'au niveau de l'échevinage, il y en a actuellement qui, sans s'être annoncés, qui sont de l'extérieur du cercle politique connu. Oui, ou de l'extérieur du conseil actuel, qui vont se présenter aussi. Fait qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus que 6 candidats. Bon, mais super, j'aime ça. Moi, on parle pour Dolbeau-Mistassini. J'ai peut-être moins de in en ce qui regarde là, actuellement dans les municipalités rurales. On m'avait dit dans le temps que peut-être que M. Biron ne se représenterait pas à Saint-Stanislas, mais ce que tu me confirmes, toi, moi, ce que j'ai entendu, c'est que... Il se représentait. Que tous les maires, à l'exception de Dolbeau-Mistassini, se représentent. OK. Bon, tu vois, on aurait peut-être pu avoir quelque chose, entre autres, à Saint-Stanislas. On remarque qu'il y avait été question aussi qu'à Saint-Jean-d'Arc, que M. Pilote
avait songé à peut-être au Sinapout. Puis en fin de compte, il avait pris la décision d'être sur les rangs pour un autre mandat. Ça devient, tu sais, les municipalités rurales, c'est pas des jobs à plein temps, ça. Non, ça devient problématique, hein, quelque part. Alors, à un moment donné, si tu as un travail de représentation à faire et si tu travailles toi aussi pendant la journée, tu sais, ta municipalité se trouve peut-être pas à être représentée. C'est pour ça que je discutais à un moment donné dans le temps avec le maire de Saint-Edmond et qui me disait que, dans un sens, quand on est à notre retraite, on est capable de faire le travail un peu plus au niveau de la mairie. Mais il dit, ce que ça t'exige comme heure, c'est... Pas pour le salaire qu'ils font, là. C'est énorme. Faut pas se faire croire. Puis c'est un des problèmes qu'on a, c'est les mairies en général au Québec. Les maires sont très âgés. C'est un peu le phénomène. Tu sais, oui. Je veux dire, si tu travailles, tu es dans la quarantaine, tu travailles à plein temps quelque part et puis tu décides de te présenter. Qu'est-ce que c'est? Il y a l'échevinage. Ou peut-être un petit peu moins l'échevinage, mais à la mairie, il t'est appelé pendant la journée, des fois, à faire du travail de représentation ou à tout le moins, à aller rencontrer les gens pour justement faire avancer tes dossiers. Et malheureusement, ça ne se passe pas le soir et les fins de semaine. Ouais, ça se passe pendant la journée. Alors, là, tu quittes ton travail. Si tu quittes ton travail avec ce que tu as comme salaire dans une municipalité, là, tu viens de perdre. Là, okay? Oui, c'est ça. Alors, ça devient problématique. Et c'est peut-être pour ça qu'on se ramasse dans les municipalités avec des élus un peu plus... où il n'y a pas de poste plein temps payé, hein, avec des élus peut-être un petit peu plus âgés qui se présentent parce qu'ils ont une forme de disponibilité qui leur permet de pouvoir le faire. Allons faire un petit tour au Saguenay pour deux affaires. Premièrement, je dois féliciter Carl Dufour avec sa pancarte électorale. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est original. Mais moi, je trouve que c'est une excellente idée. Ceux qui ne l'ont pas vu, là, c'est simple. Là, c'est une pancarte où le slogan, c'est un candidat qui vous ressemble. Et c'est sa photo, mais avec pas de visage. Tu peux aller te mettre ton visage à la place. Je trouve ça une excellente idée marketing. Mais de quoi je veux parler surtout, c'est qu'on dirait que maintenant que l'enjeu à Saguenay tourne beaucoup autour de promotion Saguenay, qui devient comme l'enjeu majeur de ces élections-là. Tout le monde a sa perception ou sa vision de ce qu'on devrait faire avec promotion Saguenay. Donc, est-ce que c'est un enjeu si important que ça au niveau de la population? Moi, je pense que oui. Ouais. Parce que ça a été peut-être une chasse gardée du maire Tremblay pour des gens qu'il connaissait bien. OK? C'est pour ça qu'on parle beaucoup de transparence à ce niveau-là. Et on dit ce serait peut-être bon là, qu'on ait un peu plus de transparence sur ce qui fait quoi et comment ça se fait dans l'organisation. C'est de bonne guerre. Je pense que c'est correct, ça. Oui, Promotion Saguenay, c'est une organisation qui permet de faire la promotion de Ville-Saguenay comme étant une destination ou comme étant un endroit où on peut faire de telle et telle chose. Oui, mais c'est aussi une vitrine politique pour les élus. C'est de l'argent municipal qui est non impliqué. Exactement. Les gens ne sont pas imputables, là, ils n'ont pas à dire qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là. C'est un peu malsain, je pense. C'est exactement. Tu comprends? C'est là-dessus aussi que tout s'embarque. Alors, je pense que c'est de bonne guerre que ça soit devenu un enjeu important dans la campagne électorale. Ça va permettre de mettre au clair ce qui se passe avec l'argent Guélo. Et aussi, fort probablement de changer des dirigeants, peu importe qui va passer là-dessus. On va en reparler plus la semaine prochaine parce qu'il y a un sondage qui va sortir, un sondage commandé par le Quotidien avec l'agence Segma, je pense, il me semble. Donc, on aura des chiffres là, la semaine prochaine sur les intentions de vote. On pourra en discuter plus amplement. Les berges du Lac-Saint-Jean. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te touche? Oui, qui touche parce qu'on est à côté. Hein? Oui, c'est ça. C'est important de savoir avec le rehaussement du niveau de l'eau
qu'il peut y avoir avec les barrages, oui, surtout pour les résidents immédiats, ça devient un élément problématique. On sait qu'il existe, je ne me souviens pas du nombre d'années qu'a existé la première entente sur la gestion. Je ne me souviens pas, il me semble que ça se pourrait que c'est peut-être une vingtaine d'années, mais en tout cas, où on a eu pendant X temps, donc, la gestion du niveau de l'eau et de la part, le péril qui a été mis sur l'ensemble des plages, toutes ces choses-là, par Alcan dans le temps, maintenant Rio Tinto. On sait que les riverains, par des réunions qu'ils ont tenues avant le BAP, qui ont été tenues au cours des 2 ou 3 dernières années, pour essayer d'avoir une position commune un peu sur qu'est-ce qu'on devrait exiger d'Alcan. Et je m'excuse, Alcan, de Rio Tinto. Il faut parler. C'est là quand on parle de sagesse, là. Ah, OK. De Rio Tinto, on peut exiger donc pour la gestion des fameux barrages pour la production d'électricité, afin que tout le monde en entour puisse aussi profiter de le lac Saint-Jean, c'est-à-dire les riverains et aussi ceux qui sont un peu moins riverains, mais qui y vont aussi. Là. OK? Mais la démarche est intéressante parce qu'on est allé avec autant la compagnie. Parce que chacun a des enjeux personnels. Quand tu es riverain, c'est ton lieu de vie. T'organises ta plage restaurant. Oui, etc. Mais je trouve que les élus, les riverains, autant que la compagnie, se sont mis ensemble pour discuter. Puis ça, moi, je trouve ça sain. Il y a eu... oui, il y a eu des discussions. Oui, il y a eu des échanges, mais il n'y a pas eu nécessairement de décision de la part de Rio Tinto. Qui a le pouvoir au bout du compte. Il y a eu, par ailleurs, des décisions en ce qui regarde l'ensemble des riverains et du monde politique. OK? Pour une position commune. Et qui a été présentée devant la chose, où on exige que les riverains exigent et les politiciens exigent d'avoir leur mot à dire sur le niveau du lac Saint-Jean et non pas juste par une directive qui appartient à Rio Tinto d'appliquer. Tu comprends? Oui, je comprends. Or, ce phénomène-là, oui, c'est un gros point, OK? Mais là, Rio Tinto n'avait pas donné, elle, de décision définitive quant à ça. Elle préférait en arriver avec l'ensemble de ses études, de dire que, bon, voilà, si nous voulons conserver tant au niveau d'un apport d'eau important pour pouvoir dire de l'électricité que pour favoriser, non pas l'érosion des berges, mais que ça soit le croire qu'on pouvait osciller entre tel et tel niveau au cours d'une année. Donc, ils s'en tiennent davantage à une position comme ça, ce qui veut dire que il veut bien croire que le riverain, lui, là, il aimerait bien avoir de la plage tout l'été. Mais là, avec une décision comme ça, peut-être que la plage, il va peut-être en avoir 10 jours sur 30, parce que pendant les 20 autres jours, on a remonté un peu plus le niveau, donc un peu moins. Tu comprends? Oui, tout ce phénomène-là, les riverains auraient aimé avoir aussi leur mot à dire pendant les périodes intéressantes d'utilisation du lac Saint-Jean et de ses berges. Là, on sait qu'au départ, le BAP avait commencé. Hein? Je me souviens d'une rencontre qui a eu lieu l'automne dernier, une des premières rencontres, l'automne ou à l'hiver dernier, où une première rencontre avait eu lieu à Saint-Félicien, entre autres pour justement permettre à tout le monde d'échanger et surtout à Rio Tinto de présenter leur position là-dessus. Et il y avait eu... des échanges assez virulents. Oui, parce que ça ne s'est pas toujours fait dans le respect. Non. C'est normal que les gens soient échaudés. C'est ça. Donc, là, après ça, il devait y avoir le début des audiences publiques du BAP. Et on a fait intervenir aussi là, et le politique, et les politiciens, et les économistes pour dire, bon, y aurait-il moyen qu'on en vienne à une forme de consensus? Avec tout le monde. Avec tout le monde, pour pouvoir présenter devant le BAP avec une seule position et non pas 15 positions. Ouais. Ils ont fait tout près d'un an, donc, de rencontres qui se sont faites. Et semblerait-il qu'on en serait arrivé à une forme de consensus. Ce que je ne peux malheureusement pas te dire, ou peut-être que toi, tu es en mesure de me souligner si
on a pu avoir la gestion commune. Je ne sais pas là, si... En fait, la position, là, ce que moi j'ai entendu, c'est que la position, que le rapport du BAP a été déposé. Les gens sont en général contents, mais la porte-parole de Rio Tinto disait nous allons prendre le temps d'analyser avant le rapport avant de se prononcer. Et parce que c'est eux qui ont le dernier mot au bout du compte. Là. Ben, en fait, c'est eux qui ont le dernier mot. C'est en fait eux qui peuvent dire oui, ça peut nous convenir ou non, ça ne convient pas. Ouais. Et s'ils disent ben, nous, on pense qu'on n'est pas capable de faire de la business avec cette entente-là, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se fera plus d'électricité, là, ou encore, maintenant, ils ont quand même des droits. Tu ne peux pas demain matin dire à Rio Tinto, mais tu n'exploiteras plus le tu ne veux pas prendre notre affaire. Ben oui, écoute, 1927 est quand même été là. Tu sais, donc, toute la problématique est vraiment à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a avantage, je pense, à continuer peut-être à discuter et à vouloir s'entendre comme il faut avant de laisser le soin juste à l'appareil gouvernemental ou encore à l'appareil politique ou encore à des organismes comme le BAP d'amener à des décisions ou des positions que le ministre devra prendre ou pas prendre. Oui, c'est ça. Il restera toujours le ministre qui a le dernier mot. Le dernier mot, mais souvent, ils sont assez à genoux devant ces grandes compagnies-là. Oui, mais ou encore, maintenant, tu comprends, il ne faut pas oublier, il y a une notion qui existe, OK, qui est que tout projet doit maintenant obtenir ce qu'on appelle une forme d'assentiment collectif. OK? Je ne sais pas le terme exact, là, je ne l'ai plus en tête. Là. Tu vois, c'est quoi quand tu en fais moins? Hein? T'en oublies. Mais cette position-là, OK. L'acceptabilité oui, sociale. l'acceptabilité sociale. Merci, tu le retrouves. Ça représente effectivement un point maintenant que peu importe que tu sois un politicien qui soit à la solde de Rio Tinto ou quoi que ce soit, il se doit maintenant de tenir compte de ça. Et c'est pour ça que des organisations comme le BAP ont été mises sur pied. C'est pour permettre à cette voie qui est l'acceptabilité sociale de se faire entendre et que l'on puisse être capable d'avoir une forme d'assentiment. J'ai pas besoin de dire. Attends, là, dans le parc de Bout-Rouge à Saguenay, oui. Là, le BAP, il n'y en a pas eu. Pourquoi? Parce que tu es sur une propriété privée. Oui, tu as raison. Mais en même temps, ça devient absurde parce que l'acceptabilité sociale, elle est importante aussi, encore quasiment plus. Là. Sauf que l'acceptabilité sociale, si tu devais te bâtir un garage sur ton terrain, à toi, là, personnellement, tu as besoin d'une acceptabilité sociale. Non, mais on a changé les lois aussi, on a changé le zonage, on a changé beaucoup d'affaires pour... Mais il reste qu'on est sur une propriété privée. Là. Ouais. OK, donc la gestion de l'acceptabilité sociale ne se prononce pas de la même façon. Il restera toujours que la personne va dire, écoute, je suis chez nous, là, moi, là, je fais ce que j'ai à faire. Ça, il n'y a pas de loi encore qui l'empêche. Non. Mais de toute façon, ces grandes compagnies-là, dans les ententes, c'est toujours des ententes qui vont juste dans un bar. Là, on l'a vu, on les a donné mer et monde à Rio Tinto, puis ils étaient supposés d'investir à mort dans la région, puis on attend, après, on est 12 ans plus tard, puis on attend encore. On attend encore des investissements. Oui, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ils ne me feront pas pleurer, c'est sûr. Site d'enfouissement à Héberville. Donc, je ne sais pas si tu as vu les citoyens de Saint-Bruno qui, pendant tout l'été, ont eu des désagréments. Il y a des gens qui ont même été obligés d'aller dormir à l'hôtel parce qu'il y avait des odeurs. Je ne me rappelle plus le nom du gars? De ce qui se dégage, là, je ne me rappelle plus le nom, mais le ruissellement, en fait, dans les ordures qui fait une odeur dégueulasse. Là, en plus, les déchets de Saguenay vont s'en venir là à partir de décembre prochain, si je me souviens bien, ou janvier. Oui, il me semble. Là, on essaie de... Tu sais, il faut les mettre quelque part, les déchets, là. On essaie de trouver des solutions, mais écoute, c'est pas évident quand... Non. Puis on sait que les gens qui habitent dans les rangs, là, je veux dire, sont habitués à l'odeur de rang. Là. Moi, j'habite dans un rang, puis des fois, ça sent le purin, mais ça fait partie de la game. Mais là, quand tu n'es pas capable de rester chez vous, tu es obligé de faire il y a peut-être un problème. Il y a fort probablement des façons d'atténuer cela. Et j'ose espérer, et je pense en tout cas, j'ose espérer que la régie va tenir compte effectivement de cet élément-là et voir
qu'est-ce qui pourrait être amené techniquement Mais pour... déjà, si on était en avant-garde puis on obligeait le compostage dans la région, on Mais ça éviterait. s'en vient. Ça s'en oui, vient, mais ça. pourquoi attendre toujours qu'on nous oblige à quand on devrait être Parce que on parlait d'acceptabilité sociale, là, OK? Au niveau de la population, là, c'est pas tout le monde là, qui, demain matin, veut faire du compost. Là. C'est tellement simple. Oui, mais c'est pas tout le monde. Tu comprends? J'ai peut-être 20-25 de la population qui veulent faire du Oui, compostage. je suis d'accord. Mais là, on attend que le gouvernement oblige les municipalités d'obliger les citoyens. Mais ça, c'est dans la loi actuellement. je sais. Tu l'as, ça, actuellement. Mais pourquoi Sauf on qu'on parle avait d'avance? donné un délai, Ouais. OK, pour le réaliser. Tu sais, demain matin, c'est le bac brun, pas le bac brun, c'est le brun, le compostage, c'est ça? Fort probablement qu'il va nous arriver à... il doit minuit nous arriver... moins 5, ils vont demander un délai. C'est exact. Oui, c'est sûr que ça va aussi se faire. Sauf que ça réglera un problème qu'on a maintenant de prendre l'avance là-dessus. Oui, mais il faut que tu ailles... On est toujours en réaction, on n'est jamais Oui, en mais il faut proaction. que tu aies ton l'aval aussi de ta population et des gens qui vont le faire. Tu sais, si tu as un bac brun chez vous, là, et puis que tu ne mets rien dedans, là, que tu continues de le mettre dans le bac vert. Ouais. Ben, il C'est faut que t'as éduquer fait. Non, mais il faut éduquer les gens, tu sais. Oui, mais là, tu as une. Regarde la campagne. Si tu mets dans le bleu, puis si tu mets dans le vert, là, tu sais, la campagne qui se fait actuellement par la régie, ça fait partie de l'élément. Mais encore là, je vais être très honnête avec toi, là, ça m'arrive assez souvent de dire à ma femme, écoute, où je le mets, hein? Pour Hey, vrai? ben oui, s'il y en a un qui sait c'est quoi une boîte de plastique, c'est bien moi, mais je le mets dans quel bac, hein? Ça nous arrive encore. On n'a pas eu cette préoccupation de vie pendant X temps, et du jour au lendemain, il faut que tu le fasses parce que... Oui, mais il faut que tu le fasses. Alors, toi, là, ça t'exige un geste qui t'amène à le penser différemment. À un moment donné, quand ça a été le temps de faire du recyclage de papier, là, moi, j'ai entendu ici, à Dolbeau-Mistassini, « Hey, c'est quoi cette affaire-là de garder le papier pour le faire recycler? » Nous autres, moi, mon mari ou mon chum travaille ici à l'usine, il fait du papier. Je vais m'organiser pour que le papier qu'il fasse, je le recycle pour qu'il l'envoie pour pas qu'il en produise d'autres. Il n'y a pas question. Il y a trop bien des limites. On a coûté le papier, on va le mettre dans le même bac. Il y a trop bien des... Ça, là, ça se dit. Oui, mais c'est idiot. Non, non, tu peux pas dire ça. C'est ton pain puis ton beurre que tu mets à la maison, que tu fais à le dîner qui est en jeu. Oui, mais Pour eux autres, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Mais l'enjeu, il est global. Il faut arrêter de penser juste qu'en tant qu'individu. Oui, bien... C'est ça le problème de l'environnement, en fait. C'est que tout Oui. le monde pense juste à sa petite personne et personne ne pense à la globalité du problème. Oui, mais la globalité du problème sur la récupération de papier, là, OK, ça faisait en sorte que, regarde, on ferme on va fermer l'usine. Si on ferme l'usine, moi, j'ai plus de job. Si Oui, on mais ferme... Ça, c'est le phénomène. Je te dis pas que c'est un raisonnement qui tient la route dans un contexte actuel mais ça on a toujours une préoccupation vers soi avant d'avoir une préoccupation très collective. Hein? C'est sûr, mais dans il le faut temps, là, s'informer. oui, je le sais. Parce que, non, mais je vais te donner un exemple. Vas-y. Il y a une étude qui est sortie dernièrement qui disait que si, mettons, le Canada fonctionnait qu'à l'électricité, Oui. OK? Tous les avantages que ça aurait, mais ça ferait perdre 60 000 emplois au Canada. Mais ça en créerait 200 000. Ben, c'est ça, j'allais Ben dire. oui, non, mais tu sais, à un moment donné, arrêtons d'avoir peur parce que on passe de quelque chose, on va vers d'autres choses. Ça crée d'autres genres d'emplois, d'autres choses, tu sais. Et c'est pour le bien-être collectif. Oui. Et j'embarque avec ça. Allons-y. J'embarque avec ça. Par ailleurs, je pense que quand on faut pas avoir, je pense, un jugement trop catégorique sur des comportements où est-ce qu'on est obligé de faire des changements de comportement chez des individus. OK? Et on ne peut pas avoir un jugement catégorique. Il faut avoir un jugement qui tient compte que, oui, hey, aujourd'hui, j'y pense. Avant ça, j'y pensais pas avec ma dite boîte de plastique.
Aujourd'hui, j'y pense. Ben, moi, je trouve que j'ai fait un mot de changement. Ouais. Tu sais, par rapport avant, là, je te dis pas que je prenais ma boîte de plastique et que je l'achetais dans le bois, là. On se C'est pas ça. mettant en feu. Puis Ben, ouais, c'est pas ça. Ou encore, quand on regarde le phénomène des bouteilles de coke ou de boisson dans le temps. Hein? On conduisait et l'auto. Hop, tiens, regarde, on baisse la fenêtre, puis on le tire sur le bord du chemin. Il y en avait qui se mettaient des riches à ramasser les bouteilles. oui, j'ai fait ça quand j'étais petit. Ouais. Aujourd'hui, là, tu en as moins. Je te dis pas que ça se fait plus, mais tu en as beaucoup moins, OK? Et les irrésistibles Gaulois qui continuent à le faire, OK, vont se ramasser maintenant avec des amendes. Ouais, mais ce qui est absurde, là, c'est que dans la vie, pour changer, il faut toujours être comme obligé. On le fait comme Oui. rarement OK. pour le bon côté des choses. Oui, mais ça là-dessus, il faut que tu sois informé et informé. C'est ce que OK? je suis. C'est ça, mais pour le faire, tu comprends? Donc, investissons dans l'éducation. Dans l'éducation et dans l'information. Ouais. Ah, super, super. Hey, je veux qu'on se parle maintenant de... je vais essayer, là, j'ai plein d'autres sujets, je veux te parler, puis ça va vite. Bombardier des États-Unis. Ouais. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. As-tu vu ce qui s'est passé avec Bombardier? Là, on investit beaucoup d'argent là-dedans. Là, plainte de Boeing auprès des autorités financières je veux dire, Des États-Unis. des États-Unis qui impose une surtaxe de 220 %. Ça veut dire qu'un avion coûte maintenant le triple pour les avions de Bombardier qui se retrouvent un peu... ça, c'est un peu le problème. Aux États-Unis, on fait tout le temps ça. Là. On va t'imposer une surtaxe, puis on va aller voir après si tu as raison ou pas. Là, il y a plein de choses. Est-ce que c'est dangereux pour notre industrie aéronautique? Ben, moi, je pense qu'il y a effectivement une forme de danger au niveau du marché américain. Mais il ne reste plus le marché mondial. OK? Oui, c'est ça, mais il Par faut contre, le développer, puis on sait que Bombardier a souvent de la misère. Oui, mais si les États-Unis, là, il va falloir que Boeing démontre que Bombardier bénéficie de subventions de l'État et qu'elle, elle n'en a pas. Ouais. Mais Et semblerait-il, toutes les grandes compagnies, Airbus, Embraer, Bombardier et Boeing, ont tous et toutes les subventions de l'État pour opérer. Sans ça, ils ne seraient pas capables. Oui, mais là, il faut que... Tu comprends? Le véritable problème, il est là. Bien, pas rien que ça. Ils disent il faut qu'ils prouvent qu'ils ont été lésés par l'entente quand ils n'ont même pas appliqué pour avoir ce contrat-là chez Delta. Là. Ça va être un autre problème là, qu'ils vont avoir. Exact, mais le mal va être fait, là. Oui, mais hier, j'entendais un des dirigeants de Bombardier qui disait actuellement, Boeing nous fait une campagne publicitaire qui ne nous coûte pas cher. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais. Et actuellement, à l'échelle planétaire, Bombardier vient d'avoir une publicité gratis. Pour faire des bons avions pas chers. Exact. Ouais. Exact. Et ils font mal à Boeing. Ouais. Qui détient tout le monde. Parce que Boeing, ce que Boeing aurait, semblerait-il, le plus peur, c'est pas de celui-là à 300 places là, comme on a actuellement. C'est plus un qui, semblerait-il, est encore dans la tête des ingénieurs, mais n'est pas encore sur papier, soit le 500, qui, lui, va faire mal au Boeing 747. Oh, le classique. Là, on va être, exact. Tu comprends? Là, on serait dans les ligues pas mal majeures là-dessus. Alors, tu comprends, si je fais un avion 500 places, que je réussis à le faire, puis qu'il a les mêmes performances que le 300 actuellement, donc tu sautes sur le carburant, je pense, jusqu'à l'ordre de 15 %. Tu émets moins de gaz, donc tu es plus... on va revenir à notre dossier environnementaliste de tout à l'heure. Mais le fait qu'on en soit... on serait capable de mettre de la... Là, je viens de m'attaquer au grand de ce monde Boeing qui fait des 747 puis qui en vend tranquillement. Ouais. Puis est-ce que le gouvernement fédéral va vraiment mettre sa menace à exécution de canceller sa commande d'avions de chasse qu'ils ont fait chez Boeing pour remplacer les Il y a du temps pour le faire. Je pense qu'il y a encore du temps pour faire la menace. Ouais. Dans mon esprit, à moi, c'est comme ça qu'il faut la regarder. Parce que là, ce qu'on a eu, c'est pas une décision. Hein? Non. C'est comment est-ce que la décision pourrait être prise. Ouais. OK? C'est simplement au mois de décembre que
département du commerce va prendre une décision. Là, on va définitive. écouter les arguments des Exactement, là, tout le monde, puis après ça, on va effectivement. La question, c'est que oui, ça peut s'orienter en faveur de Boeing, parce qu'actuellement, au niveau politique américain, ça te ressemble pas mal à je me regarde le nombril, puis je vais me regarder le nombril. Hein? Et M. Trump, toute sa politique de faire en sorte que chez nous avant, là, bon, ben, chez nous avant, c'est pas Bombardier qui est dans le décor, c'est Boeing qui est dans le décor. Or, il peut arriver que la décision du département américain, de commerce américain, soit dans le sens de se dire, bon, ben oui, on est en faveur de Boeing. Ça, c'est vraiment la carte. Mais ce que ça va permettre de faire, ce n'est pas que la compagnie Bombardier ne pourra plus jamais vendre d'avions, c'est qu'elle ne pourra peut-être pas être capable de vendre des avions aux États-Unis. Oui, mais c'est leur plus gros marché en ce moment. Actuellement, c'est... Ben oui, ben, pas pour le... Voyons, j'allais dire le nom de l'avion. La C-Series? La C-Series, les deux... Ben, à part Delta, là, qui vient de faire une commande puis qui fait l'objet, à part eux autres, les autres, ça a été la Suisse et ça a été le Baltic Airlines. Ils ont peut-être 2 avions dans leur affaire. J'ai déjà pris Baltic Airlines. OK. Ouais. C'est peut-être juste eux autres qui... non, mais ils sont excessivement satisfaits. Alors, ça représente pour on parle de la Bombardier, Chine beaucoup en ce moment. Là. qui est encore en négociation là. Parler un peu d'Uber qui menace de quitter le Québec si on ne fait pas ce qu'ils veulent. Hey, peux-tu m'expliquer comme il faut, toi? Moi, je comprends pas ça. Moi, j'en ai un peu ras le cul là, de ces compagnies-là qui se disent économie du partage quand c'est pas vrai du tout. Là. C'est du capitalisme sauvage à fond. Et qui arrivent en disant hey, c'est nous autres qui décident comment ça marche. Voyons, il n'y a personne qui accepte ça. Mais c'est quoi, hein, Uber? C'est quoi Uber? Oui, oui. Ben, je sais c'était quoi là. Mais je te pose la question parce que j'ai de la misère à comprendre. Ouais. C'est quoi Uber? Honnêtement, là. Ben, c'est une fausse compagnie de taxi où on paye qui opère des gens, qui opère sans taxi. Sans permis. Ben oui, selon. C'est la même affaire que ce qu'on reproche à Airbnb, que les hôteliers reprochent à Airbnb, c'est de ne pas avoir les mêmes règles qu'eux. Parce que les gouvernements imposent des règles à l'industrie du taxi, puis là, ben, eux, ils n'ont comme pas de règles. Mais écoute, Uber ont beaucoup de problèmes à travers le monde. Là. Ils viennent d'être interdits de faire le permis à Londres. Mais ça veut donc dire, si je comprends bien, là, moi, là, avec mon vieux pick-up, là, je pourrais décider demain matin de dire, bon, ben oui, je fais du taxi avec... donc, vous appelez Uber, puis Uber va m'envoyer, va me dispatcher, excuse le terme français, à tel et tel endroit, parce que c'est ça, c'est ça le fonctionnement d'Uber, là. Ouais. Hein? Mais à des coûts vraiment moins. Ben oui, c'est évident. l'intérêt. Mon vieux pick-up, moi, j'ai pas de misère à te le mettre. Pas de misère à te Mais moi, le problème que j'ai, c'est que je comprends là, des fois qu'il faut sortir des paradigmes et amener des nouvelles idées. Mais là, on impose un peu une manière de faire qui est différente. Puis on voit en fait que les gens ne sont pas nécessairement satisfaits. Là. À Londres, entre autres, on leur a enlevé leur licence parce qu'il y avait beaucoup de plaintes au niveau du fonctionnement. Et de la sécurité. Puis là, en fait, ça lâche après sur le fait qu'on demande une formation de 35 heures au lieu de 20 heures qu'ils avaient accepté dans le projet pilote. Mais là, entre toi puis moi, là, 35 heures, là, ils vont dire « Ouais, mais c'est parce que nous, on n'en fait pas tout le temps. Ça se peut qu'on en fasse juste une couple d'heures par semaine. » Ouais, mais moi, si je suis médecin, là, juste 2 heures par semaine, ça me prend une formation de médecin au complet. Là. On s'entend, là? On se comprend. Ouais, OK. En tout cas, j'ai un peu de misère avec ça, et surtout avec l'idée qu'ils se définissent comme de l'économie du partage quand c'est zéro le cas. C'est pour ça. Du capitalisme sauvage. Ils ne veulent même pas avoir de lien avec leurs chauffeurs. Puis ça, c'est un autre problème parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont des employés nécessairement. Et je suis content de voir que je suis pas. Que je comprends l'affaire comme tu la comprends. Ouais. Mais c'est un service intéressant, là. C'est là qu'on est pogné. Ben oui. Tu sais? Ah, ben oui, c'est le fun. Mais quand tu regardes en bout de piste. Puis ça l'a obligé aussi l'industrie du taxi à se mettre à jour. Parce qu'on va se le dire, là, on était encore dans les années 60 dans l'industrie du taxi. Fait que ça aussi, c'est intéressant parce que ça l'a obligé les gens à changer. Maintenant, il faut trouver un terrain d'entente qui favorise oui, mais passer comme ça, tu comprends. Mais je pense pas qu'il y ait de terrain possible. D'entente possible. Ou tu dis OK, je t'accepte, ou tu dis non, je t'accepte pas. Il fait fort probablement là-dessus que le gouvernement devra définitivement
Ben, ils n'ont pas l'air de vouloir reculer. Fait que là, l'hiver, vont-ils faire des pas, menaces dans l'air? ben, je pense que ce qui s'est essayé, tu sais, le principe de base que tu mets de l'avant sur l'économie du partage, c'est un principe qu'on a voulu essayer. Puis qu'on disait peut-être que ça peut le faire. Mais attends, c'est dans les détails, il paraît qu'on trouve toutes les complications. Hein, avec fort probablement que dans le détail d'opération, il y a un paquet de complications. Il y a un dernier sujet que je veux absolument qu'on parle de ce qui se passe en Catalogne, donc en Espagne. Il est supposé d'avoir un référendum dimanche sur l'indépendance de la Catalogne. Là, écoute, la police est en train de se préparer. Ils ont enlevé toutes les machines pour calculer les votes. Là, ils ont le mandat dimanche de cadenasser toutes les écoles, tous les lieux qui pourraient servir d'endroit pour recueillir le vote. Et sous le prétexte que c'est illégal, mais en même temps, là, je veux dire, la démocratie, c'est de permettre aux gens de pouvoir s'exprimer. J'ai un peu un malaise avec... on a l'impression de se retrouver à l'époque de Franco. Là. J'exagère peut-être, un peu. Ouais. Si j'étais baveux, vois-tu l'être? Oui, regarde, si j'étais baveux, je te dis... C'est la loi sur la clarté référendaire. OK, c'est le même phénomène. Ouais. C'est-à-dire que quand ils ont pris le vote de faire un référendum dans... je ne me souviens pas comment... La province. On va l'appeler la province, OK, la Catalogne. Quand ça s'est fait au Parlement local. Ouais. Or, dans la Constitution espagnole, il n'y a pas de possibilité de faire ça, à moins que tout le peuple de l'Espagne se prononce sur le référendum. Alors, ça, c'est pour ça qu'on dit que légalement, donc, oui, le gouvernement espagnol s'est assis sur sa constitution pour dire, voilà, et là, que c'est antidémocratique, et là, c'est là où ils sont dans le tort. C'est illégal dans le sens que ça ne va pas dans les lois de la Constitution, mais la démocratie, c'est de permettre aux gens de pouvoir s'exprimer aussi. Oui, mais quand nous, là, en 95, c'est le dernier référendum. Oui. Quand on a voté au dernier référendum en 1995, peu importe le résultat, si on l'avait passé, qu'est-ce que les autres Canadiens auraient dit? Alors, on ne vous reconnaît pas votre chose. Il aurait fallu que ça s'aille tous les Québécois, tous les Canadiens qui votent pour savoir s'il faut retirer ou pas. Mais en fait, l'entente, le référendum de 95 était pour demander le droit, pour commencer demander des négociations. Le droit de négocier. Oui, mais peu importe le sujet, là. Ouais. Tu comprends? C'était une population qui décidait que, oui, on voudrait cela. C'est correct. Moi, j'appelle ça une consultation parce que tu n'avais pas de pouvoir de décision. Au même titre, on pourrait même dire que la consultation de 1995, et non pas le référendum, a fait en sorte que tu avais 50,5 ou 51,5 qui disaient, bon, ben oui, nous, on ne veut pas que tu t'en ailles négocier. On n'a pas été négocié, mais il y a 50,5, tu comprends? La démocratie, oui, ça s'exprime. Moi, je pense que le geste des Catalans se doit d'être mené jusqu'au bout. Et fort probablement que la répression qu'il va y avoir ne donnera certainement pas fine bouche aux Espagnols dans l'ensemble, au niveau de la communauté internationale. Non. Par contre, il ne faut pas oublier qu'ils sont dans leur droit. Oui, mais de là à aller enfermer des gens, c'est ça. Ben, il s'agit de savoir s'ils vont le faire. Oui, mais là, ils l'ont enfermé. Oui, ils ont enfermé des dirigeants, des responsables. J'ai eu l'occasion d'entendre... Ils ont une histoire de guerre civile aussi, en Espagne. Il ne faut pas oublier ça. Oui. Et puis tu as le Pays Basque de l'autre côté aussi qui longe son indépendance. Exactement. Tu comprends? On est véritablement là dans... Moi, je pense des débats de base en ce qui regarde. Maintenant, la possibilité de s'exprimer, je pense que les Espagnols auraient pu permettre de s'exprimer et dire, bon, on n'est pas capable de le reconnaître. Par contre,
je ne me souviens pas de c'est quoi là, la question. Est-ce que c'est véritablement, les autres, un vote sur la sécession qui, la qui question, entame? je ne la connais pas, Ouais, mais ok, l'idée, c'est c'est est-ce qu'on peut, avec ça, ils disent que c'est consultatif pour être capable, après ça, de négocier. Ben, c'est ça, catalane. c'est ça. Tu comprends? Je veux dire, se donner un pouvoir de force à ce niveau-là. Semblerait-il que... Merci, Jules. OK. C'est toujours très intéressant de discuter avec toi, mais on n'a plus de temps, il faut aller dîner. Ah bon, OK, d'abord, on va aller dîner. Hey, merci d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on réfléchit sur des sujets d'actualité chauds qui nous intéressent et on espère qu'ils vous intéressent aussi. Et cette semaine, la sagesse incarnée même